On regarde cette image et c'est tout de suite reconnaissable. L'île d'Alcatraz. Une silhouette qui impose leur respect, hein. C'est un lieu double. D'un côté, un monument historique assez sinistre, et de l'autre, un décor de cinéma absolument mythique. Alors, comment Clint Eastwood a-t-il pu se retrouver au milieu d'une fusillade dans une prison qui, en théorie, était fermée depuis 13 ans? C'est vraiment la question qui nous intéresse aujourd'hui. On parle du film L'inspecteur ne renonce jamais, sorti en 1976, et sa scène finale se passe sur l'île d'Alcatraz. Mais à cette époque, Alcatraz était fermé. Alors comment ils ont fait? Allez, c'est parti. Pour comprendre ce petit tour de passe-passe hollywoodien, il faut en fait revenir à l'histoire même de l'île. C'est en plongeant dans le passé d'Alcatraz qu'on va découvrir comment un pénitencier laissé à l'abandon a pu devenir une star du grand écran. Regardons les faits, c'est assez parlant. D'un côté, le film L'inspecteur ne renonce jamais, qui sort en 1976. De l'autre, la prison d'Alcatraz, qui, elle, ferme ses portes en 1963. Faites le calcul, ça fait 13 ans d'écart. C'est ce décalage dans le temps qui rend toute cette histoire de tournage si intrigante, non? Bon, pour comprendre comment Alcatraz est devenu un plateau de cinéma, il faut d'abord savoir ce qu'elle était avant. C'est quoi la vraie histoire de cette prison? Il faut connaître sa vie et surtout sa mort pour saisir tout le reste. 29 ans. C'est la durée de vie d'Alcatraz en tant que pénitencier fédéral de très haute sécurité. De 1934 à 1963, c'était l'endroit où on envoyait les criminels considérés comme les plus dangereux des États-Unis. Autant dire, pas une prison ordinaire. Et le chiffre le plus célèbre, c'est celui-ci, 0. 0 évasion réussie officiellement recensée en 29 ans d'activité. C'est de là que vient sa réputation légendaire, celle de la prison dont on ne s'échappe pas. Le rocher, comme on l'appelait. Alors, on peut se demander pourquoi fermer une prison aussi parfaite en apparence? Eh bien, la réponse, c'est l'argent, tout simplement. Le coût de fonctionnement d'Alcatraz était exorbitant. On parle de 3 fois plus cher que n'importe quelle autre prison fédérale. 10 $ par jour et par détenu à l'époque, c'était juste énorme. Et au-delà de l'argent, il y avait la dure réalité de la vie là-bas. Et rien ne l'incarne mieux que ce qu'on appelait le trou. Il faut bien comprendre que ce n'est pas une invention de scénariste. C'était les cellules d'isolement, dans le noir complet, la punition ultime. C'est important de se le rappeler pour remettre un peu de contexte sur la légende hollywoodienne. Et puis, il y a eu l'événement qui a tout changé. La fameuse évasion de 1962. Frank Morris et les frères Anglin. Leur plan est digne d'un film. Avec des cuillères et une perceuse faite maison, ils ont creusé les murs. Ils ont laissé des fausses têtes en papier mâché dans leur lit. Incroyable. On ne les a jamais retrouvés. Alors officiellement, ils se sont noyés. Mais cet événement, ajouté au coût et à l'état de la prison qui se dégradait, a été la goutte d'eau. C'était le début de la fin pour Alcatraz. Et donc, le 21 mars 1963, c'est officiel, Alcatraz ferme ses portes pour de bon. Fin de l'histoire? Pas du tout. C'est en fait là que l'histoire prend un tournant complètement inattendu. L'île devient silencieuse, une sorte de fantôme dans la baie de San Francisco, juste en attente de son prochain rôle. Maintenant, changeons un peu de perspective. Laissons la grande histoire de côté pour un instant et intéressons-nous à quelqu'un qui était sur place, un acteur du film, L'inspecteur ne renonce jamais, Bradford Dillman. Et Bradford Dillman, ce n'était pas n'importe qui. Le monsieur avait une carrière, impressionnante. Plus de 500 rôles, que ce soit au cinéma ou à la télé. C'est ce qu'on appelle un bourreau de travail. Et ce qui est génial avec lui, c'est sa franchise. Il disait lui-même, je cite, « Est-ce que je réalisais que beaucoup de ce que je faisais était de la camelote ? Bien sûr que oui. » Il était très lucide, en fait. Il expliquait qu'à un moment de sa carrière, le plus important, c'était de faire vivre sa famille, quitte à accepter des films qu'il n'aimait pas forcément. Et il va même plus loin, avec beaucoup d'humour et d'autodérision. Écoutez ça. Comment pouvais-je les pointer du doigt alors que j'étais la prostituée la plus active du milieu ? C'est une façon de parler, bien sûr, mais ça montre bien son état d'esprit. Ça nous donne une petite idée de la réalité parfois un peu moins glamour des tournages de l'époque. Bon, maintenant qu'on a toutes les pièces du puzzle, l'histoire de la prison et le regard de l'acteur, on peut tout rassembler. Voyons comment Alcatraz est passé de prison à véritable icône de la pop culture. Finalement, quand on y pense, le processus est assez logique. Étape 1, la prison ferme. Trop chère, trop vieille, elle est abandonnée. Étape 2, comme elle est vide et silencieuse, sa légende, elle, ne fait que grandir. L'évasion de 62 aide beaucoup, évidemment. Étape 3, Hollywood flaire le bon coup. Un décor authentique, disponible et déjà mythique. C'est une aubaine. Et enfin, étape 4, le succès des films est tel que l'île devient une attraction touristique incontournable. Elle rouvre en 1973, mais cette fois comme musée. La boucle est bouclée.
Et aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui, Alcatraz, c'est ça, 1,5 million de visiteurs par an. C'est énorme. Ce n'est plus juste une vieille prison, c'est une destination touristique mondiale. Une preuve vivante, si on peut dire, de la puissance de son histoire et des histoires qu'on a racontées à son sujet. Et on va se quitter sur une petite réflexion. Qu'est-ce qui définit vraiment un lieu comme Alcatraz? Est-ce que c'est son histoire brute, factuelle, celle des prisonniers et des gardiens, ou est-ce que c'est plutôt son récit, l'histoire qu'on en a faite, notamment au cinéma? Au fond, la vraie magie d'Alcatraz, ce n'est peut-être pas l'un ou l'autre, mais justement ce mélange incroyable entre la réalité et la fiction. Et si on se disait qu'une mauvaise critique pouvait coûter la vie, littéralement? Aujourd'hui, on plonge dans le Paris du 19e siècle, un monde où la plume était, franchement, aussi redoutable que l'épée, et où la littérature, c'était un véritable sport de combat. Regardons cette image. On voit une joute, des lances brisées, ça symbolise parfaitement l'esprit de l'époque, c'est certain. Mais attention, pas seulement sur les champs de bataille, parce qu'au 19e siècle, le choc le plus violent, ce n'était pas toujours celui d'une lance. Non, c'était bien souvent celui d'une plume. Et cette question, elle nous ramène au cœur d'un théâtre d'opération complètement inattendu, l'arène littéraire du Paris de l'époque. Alors voilà notre première partie, bienvenue dans l'arène littéraire. On va voir comment le Paris du 19e siècle est devenu ce ring, cette zone de compétition absolument féroce pour les écrivains. Il faut s'imaginer qu'après la Révolution française, la presse explose. Et ça transforme Paris en une arène impitoyable. C'est ce que le sociologue Pierre Bourdieu appellera bien plus tard le champ littéraire. À l'époque, c'est juste un espace de compétition totale où chaque jour, il faut se battre pour survivre. Et pour survivre, attention, le talent ne suffisait pas. Non, des géants comme Dumas, comme Balzac, on les décrivait comme de vrais athlètes. On louait leur endurance physique. Et c'était essentiel, cette force, pour soutenir le rythme de production complètement fou qui était nécessaire pour ne pas tomber dans l'oubli. D'accord, mais alors comment est-ce qu'ils se battaient, ces écrivains? Avec quelles armes? Entrons maintenant dans leur arsenal de mots. C'est un véritable catalogue d'attaques verbales, vous allez voir. L'arme la plus crainte de toutes, c'était l'éreintage. Le mot dit tout, casser les reins. C'était une critique si violente qu'elle n'avait pas pour but d'analyser une œuvre. Non, le but, c'était de détruire une réputation. Baudelaire lui-même en a fait tout un art. Il faisait la différence entre l'éreintage en ligne droite, qu'il jugeait courageux, et l'éreintage en ligne courbe, plein de sous-entendus lâches. Et c'est Balzac qui résume ça le mieux avec cette citation. C'est froid, c'est calculé. L'écrivain devient en fait un assassin à distance, et sa plume son arme mortelle. Mais l'arsenal était très varié. Pour les frappes de précision, il y avait l'épigramme. Pour la démolition pure et simple, l'attaque personnelle. Et puis, à l'opposé, pour survivre, il y avait la camaraderie. C'était des alliances, un peu cyniques, où l'on s'échangeait des critiques positives pour assurer sa promo. Une sorte de corruption de l'esprit critique, en somme. Bon, mais que se passait-il quand les mots allaient trop loin? Parce que ça arrivait tout le temps. Eh bien, cette violence verbale, elle menait souvent à une alternative très concrète qui forçait la personne offensée à faire un choix crucial. Face à une attaque, un écrivain avait donc deux options. La première, faire confiance à la justice de l'État, avec un procès en diffamation. Ou la seconde, la justice privée, le duel. Et là, on risquait sa propre vie pour laver son honneur. En fait, le point clé à retenir, c'est que la fréquence des duels était directement liée à la stabilité politique. C'est simple. Quand l'État était fort et que la loi protégeait un minimum les réputations, on allait au tribunal. Mais quand l'État était faible, on retournait sur le pré, les pieds à la main. On peut se demander, avec ce climat de guerre permanente, s'il existait un seul endroit où les armes pouvaient enfin se taire. La réponse, elle est aussi surprenante qu'elle est ironique. C'est un paradoxe incroyable, mais le seul véritable havre de paix, c'était la prison. Oui, derrière les murs de Sainte-Pélagie, une sorte de trêve s'installait. Des ennemis jurés qui se détestaient dehors se retrouvaient enfermés pour leurs écrits et devenaient presque des confrères. Comme le disait l'adage de l'époque, il n'y a pas d'opinion sous les verrous. Une fraternité complètement inattendue naissait de cet enfermement. Tout ça nous amène à aujourd'hui, forcément. Les épées et les pistolets ont disparu, c'est vrai, mais le combat pour la réputation, pour l'honneur, lui, il fait toujours rage. Notre champ de bataille est juste devenu numérique. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on a vraiment changé d'époque?